Express avec Sonia Duguay. Sonia, bonjour. On m'a dit qu'il pourrait retrouver un nouveau client pour ses avions C-Series. C'est ça. Et ce serait aussi le premier client, ce qu'on appelle le client de lancement, pour la version plus grande de l'avion C-Série, le C-Série 300, un avion d'au moins 130 places. Et ce client potentiel, c'est la société aérienne Lion Air d'Indonésie. Lion Air, c'est une compagnie aérienne qui est en forte expansion et qui prévoit acheter près de 1000 avions d'ici 3 ans, notamment des C-Série 300 de Bombardier. Il y a des négociations qui sont en cours et les dirigeants de Lion Air ont même visité les installations de Bombardier et Hamlet cette semaine. Bombardier espère obtenir 125 commandes fermes supplémentaires d'ici la commercialisation du C-Série qui est prévu dans un an, et l'action Bombardier progresse de 3-4% après cette confirmation dans ce jour. Par contre, les affaires vont toujours mal pour BlackBerry, l'entreprise dont on parlait, qui annonce des pertes importantes, puis qui a des inventaires assez importants. Oui, et c'est ce qui a nuit énormément à ses états financiers quand il est rendu public aujourd'hui. BlackBerry qui annonce des pertes nettes de 965 millions de dollars, donc tout près d'1 milliard, au dernier trimestre, tout ça en raison de coûts de près d'1 milliard qui sont liés justement à une dépréciation des actifs à cause de tous ces stocks invendus de téléphones, notamment les F10. Alors même en excluant les coûts exceptionnels, BlackBerry est déficitaire au plan de l'exploitation et le PDG, Thorsten Heinz, a admis que ses résultats financiers sont très décevants. Il faut dire que les ventes de BlackBerry ont chuté 45% durant le trimestre et le recul des ventes est particulièrement prononcé sur l'important marché nord-américain. L'entreprise continue de perdre les parts de marché face à ses concurrents comme Apple et Samsung. Alors, pour essayer de redresser la situation, BlackBerry a annoncé la semaine dernière l'abolition de 4500 emplois de plus. Ça, c'est plus du tiers des effectifs. Bon, cela dit, BlackBerry confirme quand même avoir 2,6 milliards de dollars de liquidité, mais le temps presse pour l'entreprise au sujet de son avenir. Le groupe Fairfax a fait une offre d'achat de 4,7 milliards pour acheter BlackBerry, sauf que la firme torontoise Fairfax n'a pas réussi à boucler le financement de la transaction et les investisseurs doutent de plus en plus que cette transaction puisse se concrétiser. L'action de BlackBerry se négocie d'ailleurs à 8,26 $ à la Bourse de Toronto. C'est nettement sous le prix de l'offre d'achat et ça signifie que les investisseurs doutent justement que la transaction puisse aller de l'avant. Et comment ça va sur les marchés boursiers aujourd'hui? C'est une séance négative, mais quand même les reculs sont quand même limités pour l'instant. Les investisseurs s'inquiètent de la crise budgétaire aux États-Unis et de l'impasse dans les négociations au Congrès pour le relèvement du plafond de la dette. Donc, on a des baisses, mais vraiment, ça s'est atténué au cours des dernières heures. Recul, c'était le cas du côté de l'Europe, on voit en ce moment, il y a eu des baisses aujourd'hui d'à peu près, bon, tout cas d'1% pour Londres. Mais sur les marchés nord-américains, on voit des reculs d'à peu près 1/4 à 1,5% pour les principaux indices boursiers à New York en ce moment. La Bourse de Toronto fait du surplace. Notre dollar aussi fait du surplace face à la devise américaine, se négocie environ 97 cents américains. Très bien, Sonia, merci. Au revoir. Les membres du conseil d'administration du conseil du statut de la femme sont réunis aujourd'hui sur fond de crise. C'est la première fois que le conseil d'administration de l'organisme se réunit depuis la sortie de la présidente Eugénie Villechêne, qui a critiqué la nomination de 4 nouvelles membres. Reste à voir si cette journée de rencontre pourra résorber la crise. On attend des nouvelles en fin d'après-midi. Et pour analyser les événements de la semaine, ma collègue Geneviève Asselin s'est entretenue ce midi avec l'analyste politique José Legault. Là, on a eu des reportages un petit peu contradictoires. Est-ce que le conseil d'affaires était divisé ou pas? Mais je pense qu'on peut prendre pour acquis qu'il l'était probablement, puisque le gouvernement a senti le besoin, à minuit moins une, de nommer 4 nouvelles membres qui s'alignaient sur sa position en ce qui concerne le volet des signes religieux de sa proposition de charte des valeurs québécoises. Donc, et on a vu cette semaine que même la ministre responsable, Agnès Matet, a reconnu que c'était en effet ce qu'elle a appelé des nominations idéologiques. Donc, il y avait un alignement, il y avait une vision qui était en commun pour essayer politiquement de mettre la présidente Geneviève Villechêne en minorité au sein de son propre conseil. Alors, c'était une bonne adresse du gouvernement. Est-ce que ça avait été dit aussi de la part de la présidente de faire cette sortie? Mais maladresse. En tout cas, c'était une stratégie politique. Ça, c'est très clair. De pouvoir essayer de contrôler le message parce que, comme un des arguments principaux du gouvernement pour sa charte, c'est de dire que ça va protéger ou renforcer la protection de l'égalité homme-femme, pour le gouvernement, imaginez si le Conseil du statut de la femme était sorti contre ce volet-là de sa charte, le message que ça avait envoyé. Donc, il y a vraiment une tentative ouverte de contrôler le message qui sort du Conseil. Maintenant, j'aimerais avoir votre commentaire sur la division du mouvement féministe. Est-ce qu'on
c'est pas le mouvement, je pense, tout le monde pense pas pareil dans ce mouvement-là, c'est un peu normal. Donc, dans la démocratie, de toute façon, le Conseil du statut de la femme n'est pas le mouvement féministe. Il n'y a pas un mouvement féministe, il y en a plusieurs. On a parlé de division aussi où c'est la Fédération des femmes du Québec. Oui, mais c'est parce que c'est un sujet, la question des signes religieux qui divise point à la ligne dans toute la société. Donc, évidemment, ça va diviser dans le mouvement souverainiste, ça divise aussi, on l'a vu avec l'expulsion de Mariam Mourani du Bloc québécois. Donc, ça divise, mais c'est aussi un objectif très politique de la part du gouvernement. Donc, encore une fois, on a vraiment des tentatives de placer son message le plus possible, avec le plus d'outils de communication possible. Et bon, ça se joue à plusieurs, comme on dit, un jeu politique, le gouvernement qui joue là-dedans. Puis il y a des sondages aussi qui sortent et qui peut-être peuvent prêter à confusion parce qu'on parle de signes religieux dans l'espace public, mais la charte, elle, c'est pas dans l'espace public, elle ne s'appliquerait que dans le service public. Oui, qui est en fait l'espace civique. Donc, d'où la confusion des termes. Donc, parce que là, le gouvernement parle de la fonction publique et parapublique, donc ça ratisse vraiment très large, mais ça ne concerne pas notre plateau ici, ça ne concerne pas la rue, ça ne concerne pas le centre d'achat, c'est pendant les heures de travail, et c'est ce sujet-là, c'est cette proposition-là qui divise. Bon, parlons maintenant d'une autre affaire qui a occupé les médias cette semaine, l'affaire Boisclair, les allégations de Jacques Duchesneau, député de la CAQ. André Boisclair tweet aujourd'hui qu'il va s'expliquer lundi en point de presse à Montréal. À Montréal, oui, bon, d'accord, vous en savez même plus que moi. Il a menacé Duchesneau d'une poursuite en libelle. Ça, c'est un vrai affaire qui risque d'être risqué, non, pour le délégué général du Québec à New York? Ben, c'est très risqué parce que ça le met en situation, ça le piège complètement d'une certaine manière, parce que s'il ne poursuit pas, il donne l'impression d'avoir quelque chose à cacher, et s'il poursuit, il met le bras dans le tordeur d'un processus juridique qui peut être très long, très coûteux, et très pénible et très risqué aussi potentiellement pour lui. On peut lui poser toutes sortes de questions. Oui, d'où son choix initial assez questionnable d'avoir mis en ligne une pétition pour demander, c'était assez cocasse, là, mais là, il semblerait que le choix, c'est d'essayer de s'adresser directement à l'opinion publique. Bon, maintenant, cette affaire Boisclair, elle profite à la CAQ pour le moment, qui est au plus bas dans les sondages, ou pas? Et ça reste à voir. C'est le pari que la CAQ fait, bien entendu, parce que, bon, étant en effet troisième dans les sondages, la CAQ essaie de retrouver son thème de la dernière campagne électorale qui était l'intégrité, avec l'arrivée de M. Jacques Duchesneau, l'ex-patron de l'unité anti-collusion. Donc, je pense que ça, c'est assez évident. Et là, la CAQ essaie de mettre un petit peu le Parti québécois et le Parti libéral dans le même bain. Alors, les deux vieux partis corrompus. Et M. Boisclair, c'est pas seulement le délégué général du Québec à New York, c'est aussi un ex-chef du Parti québécois. Donc, ça commence à faire une marmite assez importante. Et là, ce matin, on apprenait sur le site Droit Inc. que M. Boisclair aurait aussi fait du lobbying en 2008 pour le même entrepreneur, la foi sauvée. Ce n'est pas illégal, mais je suis sûre que lundi, ça va être une des questions qui vont lui être posées. Mais c'est sûr que c'est aussi une tentative, justement, pour revenir à notre premier sujet, de tasser un peu le tsunami médiatique de la Charte des valeurs québécoises. La CAQ et le Parti libéral ont essayé de parler d'économie, ils n'ont pas été capables. Là, la CAQ met ça sur la table et pendant ce temps-là, ça donne un petit répit à Philippe Couillard qui lui-même est aux prises avec les visites de l'UPAC.